Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Gabon, votre émission Écosciences. Écosciences est une émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, notre émission va s'accentuer sur trois grands points. D'abord, le premier point, ce sera sur la biographie, notamment la biographie du professeur Alain Ondor, son apport scientifique dans le domaine de la drépanocytose. Et qui était-il? Quel est son impact au niveau de la science? Et ensuite, on aura des découvertes et des innovations actuellement, notamment sur le VIH et le cancer en général. Enfin, on va terminer avec notre rubrique Clin d'œil, qui est la rubrique Clin d'œil Science, avec notre chroniqueuse naturelle, Boubou Lorraine. Boubou Lorraine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, et toi? On peut se tutoyer, hein. Oui. En fait, c'est pas... voilà. C'est entre partenaires, entre collaborateurs. Alors, comment avez-vous passé votre week-end? Ça s'est très bien passé, et le vôtre? Bon, ça va. On passe du temps à chercher tout ce qui est relatif à la science. Donc aujourd'hui, on va aborder trois grands points. Oui. Et on va commencer par la biographie déjà d'un éminent chercheur qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais ses travaux restent en vigueur, j'imagine. Alors, selon vous, vous connaissez le professeur Ondor Alain? Oui, je le connais bien. Et c'est d'ailleurs très important de parler de lui, parce qu'on sait bien qu'au Gabon, au quartier, on se demande est-ce qu'il y a des scientifiques gabonais? Est-ce qu'il y a des enfants prodiges du pays? Oui, il y en a, notamment le professeur Ondor Alain, qui est né le 6 juin 1952 à Oyem et qui est malheureusement décédé le 19 juin 2023 à la polyclinique El Rafa. Alors, qui était-il? Marié et père de 15 enfants, le professeur Ondor Alain était un pédiatre de formation, mais qui a décidé de dédier toute sa carrière scientifique au niveau du traitement de la maladie, la drépanocytose, contre laquelle il va porter un remède. Ah, d'accord. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il a travaillé sur la drépanocytose et quand on regarde de près, on comprend qu'en fait, il a travaillé principalement sur la compréhension des mécanismes moléculaires de la maladie, le développement des nouveaux traitements et tout ce qui concerne la thérapie génique, etc. Et surtout dans l'amélioration de la prise en charge des enfants drépanocytaires. Alors, pour revenir un tout petit peu sur son impact dans la drépanocytose, cette maladie, il est important pour nous de revenir un tout petit peu sur la définition de la drépanocytose que beaucoup d'entre nous connaissent. Et la drépanocytose, en fait, c'est une maladie génétique qui prend sa source il y a plusieurs milliers d'années lors d'un conflit entre un parasite qui est responsable de la malaria et les cellules qui fournissent ce parasite, l'hémoglobine. Donc, à la suite de ce conflit est née une mutation justement qui va changer le gène qui est responsable de la configuration de l'hémoglobine A, qui va se transformer en gène S. Et cette anomalie génétique va entraîner une maladie aujourd'hui qu'on appelle la maladie de la drépanocytose. Donc c'est une vieille maladie comme on peut le constater, sauf que c'est une maladie qui a ravagé le monde. Si on revient au Gabon par exemple, on va constater que d'après les dernières prévalences, on a un Gabonais sur 4 qui est susceptible d'avoir le gène de la drépanocytose par exemple. Donc rappelons que le professeur Ondor Alain était pédiatre, c'est ça? Exactement, il était pédiatre de formation. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a beaucoup travaillé sur les drépanocytaires, je veux dire bébés, sur les enfants, les nouveau-nés. Voilà. Et donc, il était question pour lui, en ce qui concerne son impact scientifique, de faire des greffes sur des cellules souches placentaires. Voilà, lors de l'accouchement par exemple, au niveau du cordon ombilical, de prendre ce sang-là et de le greffer sur des bébés pour avoir, une guérison définitive. Donc, il y a eu pas mal de travaux là-dessus, notamment sur effectivement cette greffe et sur la thérapie génique. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment un scientifique aujourd'hui qui est impacté au niveau de l'Afrique centrale en matière de drépanocytose et surtout au niveau de la prise en charge. Selon vous, vous pensez réellement que la prise en charge concernant les nouveaux-nés a quand même évolué? Parce qu'en réalité, lors une de ses interviews, il y a quelques années, il disait qu'en fait, il avait demandé à l'État de mettre en place un centre de traitement de la drépanocytose
comme d'autres centres ont vu le jour. Je ne pense pas que ce centre a déjà vu le jour, mais quand même, il faut dire que les efforts sont plus ou moins faits dans ce domaine parce que voilà, il y a quand même un certain nombre d'examens qui sont faits, les trophorèses, etc. Est-ce que selon vous, il y a quand même une évolution? Est-ce qu'aujourd'hui, on s'inquiète de plus en plus ou de moins en moins des personnes malades de la drépanocytose? Bon, pas forcément. Je veux dire que quand j'entends parler de la drépanocytose et des drépanocytaires, c'est comme n'importe quelle autre maladie. Je veux dire que je n'ai pas forcément entendu parler d'un centre spécifique, comme tu l'as si bien mentionné, à la volonté du professeur Ando Alain. Or, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment faire en fait. Des centres spécifiques dédiés à chaque maladie. On a pour le cancer déjà, je crois bien, la maison d'Alice. Il faut aussi développer un centre plus spécifique pour la drépanocytose. Je pense que lorsqu'on aura ça, c'est là où on pourra réellement parler d'évolution contre le traitement de cette maladie au Gabon. Oui, et c'est très intéressant ce que vous dites. Si on revient sur la greffe de la cellule souche et surtout sur la thérapie génique, on nous disait qu'en fait elle consistait à à prélever le gène normal lors de l'accouchement sur un antivirus. Voilà, et cet antivirus sera soumis par exemple aux cellules souches de l'enfant pour recevoir une greffe. Et bien évidemment, il faut aller vérifier d'abord la compatibilité entre le donneur et le receveur. Mais aussi, il allait plus loin parce que lors d'une de ses dernières conférences, il a abordé la question pharmacologique sur le traitement de la drépanocytose en montrant par exemple que sur le plan traditionnel, on pouvait avoir des sirops de padouk. Par exemple, padouk, c'est un arbre, voilà. Donc à partir des sirops de padouk, par exemple, on pouvait avoir un taux de sang plus élevé. C'est-à-dire lorsqu'on prenait ce sirop-là, on avait une anémie qui diminuait, parce que notamment, comment dire ça, la drépanocytose induit l'anémie falciforme. En effet, qui modifie les hématies. Voilà, qui modifie la forme des hématies. Et donc, voilà, il dit dans cette conférence que le sirop de padouk permettait d'élever le taux de sang dans notre organisme. Et aussi, il va spécifier en disant que les feuilles de manioc, les tubercules vont également avoir les mêmes vertus. Donc, ces travaux sont même au-delà de la science, c'est-à-dire ça rentre même dans la science traditionnelle, en guillemets, si on peut le dire comme ça. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, en parlant de lui, c'est une façon aussi de lui rendre hommage? Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous gardez de lui après tous les travaux qu'il a effectués au cours de sa vie professionnelle? Ce que je garde de lui, c'est le fait qu'au Gabon, on ait finalement quand même au moins un scientifique qui a travaillé, qui a dédié sa vie sur le traitement contre une maladie en fait, mais qui n'est pas forcément valorisé. Et c'est ce qui me touche le plus, parce qu'en réalité, je pense que il devrait être inclus dans les programmes scolaires depuis même le primaire. Je pense, même de manière générique, parce qu'au primaire, on ne comprend pas forcément la drépanocytose. Mais moi, je pense que ça va être le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre en fait. Et moi, ça me fait plaisir de parler de lui aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est Écosciences qui valorise la science, qui valorise les scientifiques et leur impact dans la science. Donc, on passera à la deuxième partie sur les innovations et des nouvelles découvertes. À tout à l'heure. Bienvenue sur la deuxième partie de l'émission Écosciences. On va aborder les questions relatives aux innovations technologiques et surtout aux nouvelles découvertes scientifiques. Pour être un peu plus précis, on va parler du cancer et du VIH. Commençons par le cancer. Alors, mademoiselle Mbungu, vous avez déjà entendu parler du cancer, tout le monde d'ailleurs. Alors, peut-être revenir relativement à la définition du cancer avant de voir ce qui est nouveau aujourd'hui dans ce domaine. Ok, d'abord, n'oublions pas de se tutoyer. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Alors, le cancer est une maladie provoquée par la multiplication anormale des cellules dans l'organisme qui vont former au fur et à mesure une tumeur. Et après, cette dernière qui va se disperser un peu dans le corps, donc former des métastases. Donc, le cancer, officiellement, est une maladie qui n'a pas encore trouvé un traitement 100% efficace. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des innovations, des apports depuis des années, il y a toujours des contreparties derrière. Et ce n'est pas forcément facile, c'est une maladie qui est très pénible. Et ça ne décourage pas forcément les instituts, notamment l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy en Europe, qui est d'ailleurs
le premier dans ce domaine à fournir des solutions ou bien à y participer. Et ces derniers temps, il est question justement de fournir un vaccin contre le cancer, n'importe quel cancer. Comment cela fonctionne? D'abord, il s'agit d'un vaccin thérapeutique, contrairement aux autres vaccins qui sont préventifs, donc qui visent à prévenir une maladie. Les cancers qui vont peut-être être mis au point d'ici quelques années contre le cancer est un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire qu'il va être injecté sur une personne qui est déjà atteinte de cancer, en fait, qui a déjà été diagnostiquée comme telle. Et comment est-ce qu'il va fonctionner? En fait, il est question que dans ce vaccin, on trouve des antigènes antitumeurs du cancer en question, que l'on va injecter aux patients et voir des effets. Comme je dis, c'est encore des possibilités, ce n'est pas encore effectif. Ah d'accord, et c'est comme vous le dites, hein, en fait, la spécificité de cette maladie, c'est que déjà, chaque type de cancer est traité de manière spécifique. Vous savez, le cancer peut atteindre plusieurs organes, et le cancer a des étapes, comme vous l'aviez dit, et la dernière étape, c'est vraiment la métastase. Et c'est un mot qui m'interpelle, parce que la métastase, lorsqu'on la définit, c'est lorsque le cancer envahit vraiment tout l'organisme, ou la majorité des organes de l'organisme, et on va parler de métastase, et c'est là où nous percevons les complications dans le traitement des cancers, quel que soit le type de cancer d'ailleurs. Alors, la métastase, vous avez parlé de l'Institut Curie, qui est une université, un centre de recherche très pointu en Occident, en France notamment. Et ce qui nous révèle ici, c'est qu'effectivement, il y a des recherches qui ont été faites dans ce domaine, notamment par un chercheur très brillant qu'on appelle Rafael Rodriguez, qui est un biochimiste, directeur de recherche du CNRS, et qui a fait une revue, qui a publié dans une revue scientifique qu'on appelle Nature, qui est vraiment le Graal des chercheurs actuellement, et qui a travaillé dans le domaine de la métastase. Et il va dire que le fer est très important pour vraiment travailler, pour réduire le traitement du cancer en phase métastatique, c'est-à-dire qu'il va induire le fer dans les cellules cancéreuses qui vont entraîner ce qu'on va appeler un stress oxydant. Alors ce stress oxydant va diminuer, va permettre aux cellules cancéreuses, aux cellules tumorales de se développer, va empêcher aux cellules de se développer davantage. Et celles qui s'adaptent par rapport à ce fer-là, qui provoque le stress oxydant, sera beaucoup plus vulnérable à la prochaine injection de ce fer. Donc c'est vraiment une découverte majeure parce que, comme je le disais tantôt, la plupart des cancers aujourd'hui, on trouve leur difficulté à être traités, surtout en phase métastatique. Et donc, lui, en faisant des recherches dans ce domaine, il pourra vraiment c'est une piste qui peut être prometteuse et qui peut donner aux chercheurs un peu d'espoir pour dire, bon, même si on arrive, si les travaux aboutissent de manière positive et significative d'ailleurs, même si on est diagnostiqué du cancer en phase métastatique, il y a quand même des chances qu'on puisse quand même avoir un traitement qui peut encore sauver des vies. Donc c'était vraiment très important de le savoir. Bien évidemment, il y a bien d'autres recherches, des découvertes dans ce domaine, mais je pense que d'autres émissions, on aura la possibilité d'y revenir. La possibilité d'y revenir. Maintenant, comme je le disais à l'entame de la deuxième partie, on va également parler du VIH. Oui, le VIH, on en parle toujours parce que voilà, c'est l'une des maladies, malgré les efforts qui sont faits dans le domaine de la science et de la technologie, c'est l'une des maladies aujourd'hui qui sème encore un peu la terreur dans nos sociétés, que ce soit en Europe ou en Afrique, surtout en Afrique d'ailleurs. Et donc, on va parler du VIH. Je crois que vous avez quelque chose à dire là-dessus, vraiment les dernières découvertes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui de manière spécifique concernant cette maladie? Évidemment, concernant le VIH-Sida, donc le VIH qui est l'agent pathogène de la maladie, le sida, a eu quelques innovations ces derniers temps. Comme tu l'as si bien dit, c'est une maladie qui terrorise. Il n'y a pas encore de remède, en tout cas pas officiellement, il n'y a pas de remède contre le VIH-Sida. Et donc, ça ne décourage pas forcément les laboratoires en Europe. On a notamment le centre VRI, qui signifie Vaccine Research Institute, qui a été créé par l'université Paris-Est Créteil, et l'ANRS, qui signifie Agence nationale pour la recherche contre le sida. Alors, le VRI, en temps normal, si cela arrive à être mis au point,
est un vaccin préventif contre le VIH-Sida. Et comme je le dis, c'est toujours en travaux, c'est toujours en possibilité, ce n'est pas encore effectif. Donc d'ici peu, on aura certainement des nouvelles et on vous mettra au courant de la suite de ce vaccin. Concernant le VIH, effectivement, il y a bien d'autres innovations aujourd'hui, mais qui sont beaucoup plus connues aujourd'hui. On va parler par exemple du PrEP, alors qui est un traitement aujourd'hui qui est, je veux dire, vulgarisé dans le monde entier. Et pour rappeler que le PrEP, c'est en fait la prophylaxie pré-exposition. Déjà, c'est une méthode qui n'est pas seulement utilisée dans le domaine du VIH, mais bien d'autres infections, mais quand même beaucoup utilisée aujourd'hui. Revenons un peu sur la découverte de ce traitement. Alors, tout part de 3 chercheurs américains. Voilà, un certain Samuel Browder, Hiroaki Michwaya, Robert Yarkowan, qui vont faire des recherches sur l'AZT, qui est un antirétroviral qui a été utilisé pour le palu, sauf que cet antirétroviral disons avait des effets secondaires très néfastes, et donc c'est un antibiotique qui n'a pas vraiment été exploité, et donc seulement il avait la capacité, d'après les chercheurs, d'élever quand même le taux de lymphocytes dans notre organisme, d'accord. Et tout le monde sait que les lymphocytes sont les globules blancs qui nous permettent de se défendre contre les agents pathogènes, notamment les virus par exemple, ou les bactéries. Donc en faisant ces recherches là, disons compris que cette AZT disons augmenter le taux de lymphocyte T4, et donc ils vont l'utiliser pour pouvoir mettre en place le PrEP, donc le prophylaxie pré-exposition par exemple. Et donc en le faisant, il faut dire que ça a été validé. Ce sont des travaux qui ont démarré pendant plusieurs années et qui ont été mis finalement en lumière il y a quelques années déjà, et donc validé par l'OMS, et c'est d'ailleurs l'un des traitements préventifs les plus efficaces aujourd'hui, parce que toutes les recherches scientifiques aujourd'hui ont prouvé que c'est une technique, c'est un traitement qui marche. Là, il faut le dire, il marche, mais il marche comment en fait? Qu'est-ce que c'est le PrEP? Le PrEP en fait c'est comme on le disait, c'est un traitement qui est exclusivement dédié aux séronégatifs, aux personnes séronégatives. Et donc ces personnes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas le VIH. Et donc ce sont ces personnes-là qui sont habilitées à prendre le PrEP à un rythme régulier. D'accord? Et cela protège contre exclusivement le VIH. Donc je crois qu'aujourd'hui, même au Gabon, c'est un traitement qui est probablement disponible, d'après nos dernières informations, aujourd'hui qui est probablement disponible et qui permet justement de se protéger, et qui révèle aussi quelquefois, je vais dire, la présence des couples sérodiscordants, parce que quelqu'un qui en prend, qui est séronégatif, peut avoir des rapports avec une personne qui est séropositive et ne pas contracter le VIH. Donc ça fait vraiment partie des innovations, mais toujours est-il qu'il faut rappeler la protection, le port des préservatifs, des tests réguliers concernant le diagnostic sur le VIH. Donc c'est vraiment très important. Donc il fallait le rappeler, aujourd'hui, il y a un traitement préventif qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition, et c'est vraiment quelque chose à louer aujourd'hui en matière d'éradiquer la maladie du VIH. Merci. Donc, on se revoit pour la dernière partie, qui est la partie traditionnelle, clin d'œil science, avec mademoiselle Mbombo, qui nous parlera vous allez nous parler de la datation au carbone 14. La datation au carbone 14. Donc, à nous revoir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la 3e partie de l'émission avec la rubrique Clin d'œil science. Bienvenue sur Écosciences. Écosciences qui est votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Écosciences, en réalité, c'est la voix de la science au Gabon et à l'international. Aujourd'hui, on va aborder la question du carbone 14 avec la chroniqueuse Boubou Lorraine. On vous écoute. Alors, la datation au carbone 14 est un procédé scientifique qui est très utilisé, mais qui n'est pas forcément connu des citoyens lambda. Donc c'est ce dont on va en parler.
Si je dis tout de suite datation, qu'est-ce que ça te rappelle? Dater, donner une date, un âge. Voilà, en effet. La datation, c'est un procédé qui consiste à estimer l'âge d'un échantillon selon un procédé spécifique. Donc ici, on va parler de la datation au carbone 14. Donc, c'est quoi d'abord le carbone 14, bien sûr? Alors, avant de parler même du carbone 14, il vaut mieux parler du carbone. Et même avant de parler du carbone, on va parler d'abord de l'atome. D'accord. Voilà. L'atome est la plus petite particule constitutive de toute matière, qu'elle soit liquide, gazeuse ou bien solide en fait. Et l'atome, de manière universelle, a une même manière d'être représenté. D'abord, on a son symbole que l'on peut dire X, mais sinon ça peut être bien l'or, ou bien le sodium, ou bien l'oxygène, tout ce que vous voulez. Les prénoms X en fait. Donc, pour le représenter, à gauche, en haut, on a le nombre de nucléons ou bien le nombre de masses, qui est l'association entre le nombre de neutrons et le nombre de protons. Ah oui, il faut expliquer les neutrons, les protons. Les neutrons, c'est en fait des particules qui existent dans l'atome et les protons, c'est exactement les particules qui existent, mais précisément dans le noyau. Exactement. Et en bas à gauche, on a le nombre de protons en fait, chargés positivement. Je n'ai pas dit au départ, mais l'atome est chargé nullement en fait. Ce n'est ni positif ni négatif, c'est juste nul. C'est la raison pour laquelle... Ici, on nous disait électriquement neutre. Électriquement neutre, en effet. C'est la raison pour laquelle dans l'atome, le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons, en fait. Donc, il y a l'atome, et ici, on va parler plus précisément de l'atome de carbone. Alors, le carbone est un atome que l'on retrouve dans toute matière organique. Dans toute matière organique, maintenant, le 14, ça signifie quoi? L'atome 14, c'est le nombre de masse, en fait. Le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est-à-dire l'association des protons et puis des neutrons en fait. Oui. Voilà. Donc c'est toujours 6, le nombre de neutrons. Et il arrive que dans la nature, il y ait des isotopes. C'est-à-dire, on va dire les isotopes, c'est deux nucléides d'un même élément qui possèdent le même nombre de protons, mais pas de nucléons. D'accord, donc les nucléons, c'est en fait des particules encore une fois de plus qui existent dans le noyau. Donc on fait vraiment la différence entre le carbone 12 et le carbone 14 en disant que c'est vraiment des isotopes. En effet. Donc, la différence le carbone 12, sur le nombre de nucléons. Ils ont le même nombre de protons, donc 6, mais le nombre de neutrons complètement différent. Donc il y a un qui a 6 pour faire 12 et l'autre qui en a 8 pour faire 14 en fait. Et dans la nature, dans toutes les matières organiques, on trouve à la fois du carbone 12 et du carbone 14, mais à des échelles différentes, complètement différentes d'ailleurs. Sur un échantillon qui possède 1000 milliards d'atomes de carbone, un seul est un atome de carbone 14. Donc je me répète, sur un échantillon qui possède 1000 milliards d'atomes de carbone 12, un seul est un atome de carbone 14. C'est donc vraiment à l'état de trace, le carbone 14, comparé au carbone 12, c'est ça? Oui, en effet. C'est un peu ça. D'accord, mais comment on arrive à dater finalement? Voilà, la datation au carbone 14 est un moyen de dater en utilisant le carbone 14. Pourquoi le carbone 14? Parce que, étant donné que c'est un isotope, il est rare dans la nature, il est radioactif et donc se désintègre. Sauf que lui, il se désintègre à une période régulière. Donc, une demi-vie, donc la vie d'un carbone 12, d'un atome de carbone 12, se désintègre au bout de 5730 ans. D'accord, donc ça veut dire qu'après 5000 ans, en effet, à peu près, se désintègre le carbone. Oui, un atome de carbone 14. Un atome de carbone 14. Oui. Et ce qui se passe, c'est que lors de l'examen... Désintégration totale. En effet. Ok. Lors de l'examen, on prend un échantillon. Ça peut être une peinture rupestre, un sédiment, une momie. C'est quoi une peinture rupestre? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire les peintures que l'on retrouve il y a des milliers d'années dans les grottes, les cavernes. D'accord, voilà. Je vois. Il y a ça, comme je disais, il y a des papyrus, tels que le papyrus de Rhind qui vient de l'Égypte. Il y a des momies toujours de l'Égypte. On peut dater n'importe quoi, même des sédiments et tout. Donc, on isole un échantillon. Et ensuite, comme je dis, la durée de vie du carbone 14 est déjà régulière et claire en fait, à peu près 5730 ans. Et en même temps, on connaît la proportion du carbone 14 sur le carbone en général, en fait, qui constitue même la matière organique d'un échantillon. Donc, les scientifiques vont s'en servir, l'isoler dans un laboratoire, avoir un suite de calcul qui appartient à la physique des particules, et ensuite dater l'objet. Ce n'est pas tout, on va aussi en même temps utiliser une technique qui s'appelle la spectrographie de masse, en fait. Et c'est à partir de là que l'on arrive à dater l'âge d'un échantillon. Et aujourd'hui, de nos jours, la datation en carbone 14 est une méthode très très répandue en fait dans les domaines de l'histoire, l'archéologie, la volcanologie, l'océanographie, tout ce que l'on veut, c'est très utilisé. Et je dirais même qu'on l'a déjà utilisé en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup parlent de Cheikh Anta Diop, qui était un physicien, un scientifique, un historien, en tout cas un savant pluridisciplinaire d'origine sénégalaise, qui a travaillé
sur l'origine noire de l'Égypte et qui a présenté ses travaux lors du colloque du Caire. Et justement, Cheikh Anta Diop, son travail s'est appuyé sur la datation carbone 14 pour estimer l'âge des momies et savoir s'ils étaient de base noires ou blanches, parce qu'on sait que l'Égypte est à diviser selon des périodes. Il y a des périodes où il y avait des noirs et il y a des périodes où aussi elle était attaquée par des Hyksos, des Arabes, tout ce que l'on veut. Donc c'est très important de le mentionner parce que nombreux parlent des momies de l'Égypte, surtout dans les mouvements kémites, panafricains et traditionalistes, sans toutefois comprendre la méthode scientifique qui est derrière. Et aussi la datation au carbone 14, elle a été travaillée à la fin des années 50 par un physicien et chimiste américain du nom de Frank Libby Willard, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel en l'an 1960 pour ses travaux. Donc, ce que l'on peut dire de la datation carbone 14, c'est que c'est une méthode très répandue, très importante de nos jours, mais qui, comme toute chose créée par l'homme, possède des limites en fait. Quelles sont ces limites? En fait, lorsqu'on isole un échantillon, il peut y arriver qu'il y ait une mauvaise manipulation. Et lorsqu'il y a une mauvaise manipulation, on infecte l'échantillon, ça ajoute la matière organique et puis ça peut falsifier les résultats. Et pire encore, comme limite, c'est au niveau de l'âge. Parce que la datation en carbone 14 ne marche que pour des échantillons qui datent entre quelques centaines d'années et jusqu'à 50 000 ans. Quand on dit 50 000 ans, ça paraît grand, ça paraît énorme, mais à l'échelle de l'univers, 50 000 ans, en réalité, c'est petit. Ah d'accord, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que en réalité, le carbone 14 aujourd'hui, bien qu'invraisemblable, est même utilisé au Gabon. Oui. La dernière fois, on a reçu un chercheur, un géologue. Vous savez, au Gabon, le sud-est du Gabon, notamment dans la région du Haut-Ogooué, renferme ce qu'on appelle le francévilien. Et le francévilien, aujourd'hui, renferme des fossiles, d'accord, qui sont actuellement étudiés depuis plusieurs années déjà. Et d'ailleurs, il y a un grand projet qui est le Géodip, qui va étudier réellement les différents organismes multicellulaires qui existent et qui sèment la controverse aujourd'hui entre l'Occident, certains chercheurs occidentaux et d'autres Gabonais, pour réellement dater les différents fossiles qui existent dans ces structures géologiques qu'est le francévilien. Et justement, c'est grâce aussi à cette technique du carbone 14 que on va étudier, on va pouvoir dater, et si on a des résultats significatifs, donc il est clair qu'on pourrait revoir ce qu'on appelle l'échelle géologique. Et c'est vraiment important la notion de carbone 14 parce qu'en réalité, derrière la datation, il y a une histoire. Il y a une histoire à structurer, il y a des perspectives en matière de la compréhension même, par exemple, des sols, la compréhension même des structures géologiques, etc. Donc c'est vraiment très très important. D'ailleurs, pour dire que le carbone 14, même chez nous au Gabon, est utilisé dans le domaine de la science. Oui, c'est vraiment très important. C'est très important et ça a commencé à Dakar, au Sénégal. Au début des années 60, Cheikh Anta Diop, encore une fois, il a créé l'IFAN, donc l'Institut francophone d'Afrique noire en fait, qui est un laboratoire qui se sert justement de la datation au carbone 14 pour permettre d'estimer l'âge de certains échantillons en fait. C'est très important cette technique. Voilà. Et là, Ecosciences vous a présenté les 3 thématiques. Il s'agissait ici du professeur Doualin, son impact dans notre domaine de la science, dans le domaine de la science au Gabon et à l'international. Et on est ici, il s'agissait également de présenter des dernières découvertes, entre guillemets, en ce qui concerne le cancer et le VIH, et enfin parler du carbone 14, son rôle et puis surtout son impact dans nos vies en général. Et puis voilà, c'était Ecosciences. Mais avant de nous séparer, mademoiselle Lorraine, aurais-tu quelque chose à dire finalement après? Oui, je trouve que je vais faire un petit tour d'horizon. Je trouve que toutes les thématiques qui ont été abordées sont très importantes. Le cancer, le VIH, qui sont des maladies effrayantes, difficiles, mais qui ne découragent pas parce qu'il y a toujours de la recherche. Il faut que les gens le sachent en fait. En même temps aussi, il y a le professeur Ando Alain, scientifique gabonais, mais qui n'est pas forcément assez valorisé, en tout cas je trouve. Donc il faut bien instruire les auditeurs sur ça. Et surtout aussi, il y a la datation au carbone 14, que je trouve très importante. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et pour dire à la fin, avant de clore cette émission, pour dire à la fin qu'en fait, tous les chercheurs sont conviés dans cette émission. Vous pouvez appeler au 062 42 26 02. Je répète, 062 42 26 02 ou contacter Radio Gabon pour participer à l'émission, pour faire valoir vos travaux de recherche, vos thématiques et tout ce qui est relatif à la science. Donc c'était Ecosciences
votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique Écosciences, qui est la voix de la science au Gabon et à l'international. À nous revoir.